Cette image possède deux problématiques. La plus flagrante, c'est que le manque de ciel ici, hein, donc au moment de la prise de vue, la luminosité était trop importante au-dessus et donc dans la ruelle ici en dessous, l'ombre était donc par conséquent assez importante elle aussi. Donc j'ai dû exposer un petit peu plus clair en bas pour garder du détail dans mes ombres. Donc ce que j'ai fait pour résoudre le problème, c'est que j'ai réalisé une série de photos. J'en ai sélectionné deux, donc une pour la partie du dessous, donc l'ambiance, qui va donner l'ambiance, et une deuxième pour le ciel, donc que j'ai sous-exposé. Ça, c'est pour la première partie. Donc, en d'autres termes, on va traiter du HDR, hein, donc on va faire du HDR. Ici, on va utiliser donc avec Photoshop. Alors, la deuxième problématique, c'est que euh, la photo, je ne pouvais pas la faire parfaitement parallèle. Donc, elle est faite avec un grand angle. Je ne pouvais pas être totalement parallèle parce que ici, sur le côté, j'aurais dû me décaler pour avoir une ligne droite ici. C'était donc pas possible qu'on pouvait voir physiquement. Donc on va devoir redresser cette ligne-ci. De même, comme c'est un grand angle, les lignes verticales donc, sont aussi légèrement de travers. Donc voilà, on va donc faire d'une pierre deux coups, hein, donc régler le problème du ciel ici en HDR et redresser les perspectives, les deux problématiques avec Photoshop. Donc première opération, je sélectionne donc mes deux photos. Je fais un clic droit dessus et je vais choisir modifier dans et je prends l'option ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop. Très important d'utiliser les objets dynamiques parce qu'à ce moment-là, je vais pouvoir revenir en arrière sur mes fichiers RAW et donc réajuster mon montage jusqu'au moment où j'obtiens un résultat qui me convient parfaitement. Au moment de la transformation de votre image RAW en objet dynamique, Lightroom va attribuer un certain nombre de réglages, dont par exemple l'attribution d'un profil colorimétrique, d'une profondeur de couleur et d'une résolution. Ici, on peut constater que Photoshop a détecté qu'il y avait donc un problème, en tout cas une incompatibilité entre le profil incorporé à l'image, donc, qui est Profoto RGB, et le profil de l'espace de travail, donc c'est-à-dire le profil qui a été configuré pour Photoshop, qui est Adobe RGB. Donc il nous demande si on veut choisir d'utiliser le profil incorporé, c'est-à-dire le profil hein, ici Profoto, qui est donc attribué, incorporé donc à l'image, ou de convertir les couleurs du document, donc de convertir le Profoto selon l'espace de travail, donc en RGB. Donc la question concrètement veut dire, est-ce que votre photo, est-ce que vous voulez travailler dans un espace Profoto ou dans un espace Adobe RGB? Donc il faut savoir que Profoto est beaucoup plus large, donc possède beaucoup plus de couleurs que l'Adobe RGB. Mais il est aussi beaucoup plus lourd. Donc la question c'est ça. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de couleurs différentes disponibles ou est-ce que vous préférez travailler avec un document plus léger? Ici, en l'occurrence, on va travailler sur le HDR, donc ajouter des couleurs à l'image pour avoir du détail dans les ombres et dans les hautes lumières, en plus de redresser les perspectives. Dans ce cas-là, moi j'aurais tendance à plutôt choisir Profoto pour dire de pouvoir mieux contrôler donc mes hautes lumières et mes ombres. Si je n'avais eu qu'une correction de perspective et que je n'aurais rien touché donc à ma colorimétrie, à ce moment-là, j'aurais peut-être plutôt opté pour Adobe RGB, qui est un espace totalement standard et très adapté pour la retouche photo, je dirais, classique. Donc voilà, je choisis ici profil incorporé, donc c'est-à-dire le Profoto pour faire du HDR. OK. Il me pose la même question donc pour la deuxième image, ce qui est assez logique. Hein, je choisis donc le même espace. Voilà. Maintenant, j'ai donc deux images qui sont ouvertes séparément dans Photoshop. Je vais donc devoir passer une image. Ici, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais passer l'image du ciel donc qui est assombrie. Je vais la mettre en tant que calque au-dessus de l'image la plus claire. Alors, pour faire ça, je vais prendre mon outil de déplacement. Je vais cliquer sur l'image
peu importe à quel endroit, hein, par exemple ici au centre, je vais la glisser sur l'onglet de ma deuxième image. Quand je vois qu'elle apparaît, je redescends sur mon image et j'appuie sur la touche majuscule. Donc je reste majuscule enfoncé. Ensuite, je lâche ma souris en restant sur majuscule enfoncé. Voilà. Et mon image se superpose donc parfaitement. Enfin, quand je dis parfaitement, ici, j'ai un petit problème supplémentaire qui est que le pied a malheureusement bougé. En tout cas, au moment de la prise de vue. Alors, regardez, voilà. Si je mets une option de fusion telle que par exemple obscurcir, on peut voir plus facilement dans certaines zones telles que celle-ci qu'il y a un problème de prise de vue, donc que les photos ne repèrent pas parfaitement. Alors ce que je vais faire ici, le problème est assez léger. Toujours avec mon outil de déplacement, je vais simplement utiliser les flèches du bas pour repérer mon image correctement. Un petit coup de zoom. Voilà, je me rends compte que l'image est aussi décalée latéralement. Voilà, comme ça, parfait. Encore un petit peu vers le haut. Voilà. Maintenant que mon image est parfaitement alignée, je vais pouvoir faire mon masque qui va permettre donc d'utiliser uniquement le ciel de l'image sombre dans l'image la plus claire. Le premier problème que je vais résoudre, c'est mon problème de ciel, donc de HDR. Alors, ici, il s'agit donc de détourer le ciel de l'image la plus sombre pour l'impliquer donc dans l'image la plus claire. Alors, puisqu'il s'agit ici de détourer de la lumière, je vais m'orienter plutôt sur l'utilisation des couches. Ici, en l'occurrence, je vais utiliser un système qui s'appelle les opérations, donc qui se trouve dans le menu Images. Je vais descendre jusque Opérations, voilà. Ici, vous voyez que Photoshop me propose de mélanger deux couches. Donc ici, par défaut, la couche du rouge et la couche du rouge. Je vais essayer pour voir la solution qui est la plus contrastée, c'est-à-dire que le ciel soit le plus blanc possible et les bâtiments les plus sombres, de manière à avoir un détourage qui soit le plus rapide à utiliser. Voilà, on voit ici qu'il y a très peu de différence. Le vert me paraît en tout cas ici plus contrasté, donc je considère la couche du vert. Ici, voilà, la couche du rouge fonctionne mieux. Alors, maintenant, par défaut, Photoshop me propose le mode produit, mais il est tout à fait possible de changer de mode. Voilà, par exemple, le mode densité linéaire plus me donne un contraste bien supérieur. Vous voyez qu'ici, déjà, toute la partie du bas est totalement sombre. Le but du jeu, au final, c'est d'obtenir le bâtiment ici derrière totalement sombre lui aussi, et évidemment la partie supérieure ici à gauche totalement sombre aussi. Donc pour le moment, je vais en rester là, je fais OK. Voilà, Photoshop m'a créé une nouvelle couche. On va d'ailleurs aller la chercher dans la palette des couches. Voilà, vous voyez qu'elle s'appelle Alpha 1. Alors, pour plus de logique, je dirais, pour quand vous aurez plusieurs montages à faire, je vous encourage vraiment à renommer chaque élément de manière logique. Alors ici, je vais l'appeler donc amélioration du ciel. Voilà. Ok, je valide. Et maintenant, je vais assombrir donc toutes les parties qui sont déjà soit des demi-tons, soit des tons déjà foncés. Alors, il y a un outil qui est assez efficace, c'est l'outil de densité plus et de densité moins. Voilà. Si je prends mon outil de densité plus, je dois faire bien attention de travailler sur les tons moyens. Alors, moi, je conseille d'utiliser une exposition plutôt petite, plutôt légère, de manière à pouvoir plutôt repasser plusieurs fois que d'aller trop loin donc, dans ma retouche. Donc je vais mettre ici par exemple 20%, voilà. Et avec une brosse relativement large, je vais peindre sur mes zones de demi-ton. Voilà, vous voyez que ça est assombri quand même relativement rapidement. Maintenant, vous voyez aussi que les nuages du ciel ont tendance à s'assombrir eux aussi, bien entendu. Donc il va falloir travailler avec l'outil de densité plus et de densité moins, de manière à assombrir les parties les plus sombres et éclaircir les parties les plus claires
de manière la plus homogène possible. Voilà, donc j'éclaircis un petit peu. Ici, par exemple, la dernière retouche a été un petit peu fort, vous voyez. Je reviens un peu en arrière et je vais, ben voilà, j'avais laissé une exposition à 100%, vous voyez donc que c'est vraiment pas une bonne idée. Donc je remets 20% comme pour l'autre et je repeins sur cette partie-ci. Voilà, mon blanc est maintenant bien dégagé. Je peux donc y aller franchement avec mon outil de densité plus. Voilà. Alors l'idée ici, c'est de vraiment se concentrer sur les bords parce que l'intérieur, je vais le peindre tout simplement avec le pinceau et de la couleur noire. Ça ira beaucoup plus vite que de tamponner comme je le fais ici. Voilà. Donc, l'avantage de cet outil, c'est que je peux peindre en dépassant sans problème. Donc je peux avoir un détourage très très précis, très très fin, qui se base vraiment sur les spécificités de mon image. Voilà. Ensuite, je prends mon pinceau, je le configure en noir. Voilà, je vais augmenter sa taille. Voilà, une dureté. Hop, je lui mets une opacité à 100%. Et voilà, je termine mon détourage de manière à avoir un ciel blanc et un bâtiment totalement noir. Comme ça, je vais faire ma palette. Pour avoir plus de détails, j'agrandis un petit peu la zone. Voilà. Un pinceau plus dur ici pour pouvoir détourer vraiment les bords sans dépasser. Voilà, je vais enlever un peu de détails ici dans le bâtiment à l'arrière. Je m'assure qu'il n'y ait pas de trou indésirable. Voilà, ici il y en avait encore un petit peu qui s'était caché. Et voilà, j'ai donc maintenant un détourage basé sur la lumière qui me permettra de récupérer le ciel plus sombre dans mon image d'ambiance. Voilà, parfait. Donc je clique sur le RVB qui est donc le composite de mes couches coloriées. Voilà, vous voyez que le masque est désactivé. Je retourne dans ma palette des calques. Je vais cliquer cette fois-ci sur l'image du ciel, donc l'image sous-exposée. Je l'affiche, voilà, comme ça je vois bien ce que je fais. Et je vais récupérer la sélection pour créer un masque de fusion. Donc pour récupérer la sélection, je vais dans le menu sélection, récupérer la sélection. Voilà. Au niveau de la couche, par défaut, il me met formation photo, architecture 3. Ok, ce n'est pas celle-là. Celle qui m'intéresse, c'est amélioration du ciel. Donc celle que nous venons de retoucher. Voilà. Je laisse les réglages par défaut, c'est-à-dire je veux une nouvelle sélection. Je n'inverse pas puisque dans mon masque, le ciel était blanc et que c'est bien cette partie-là que je veux laisser passer. Donc je fais OK. Voilà, donc Photoshop m'a créé une sélection de mon ciel. Maintenant, je crée mon masque de fusion en cliquant donc sur le petit rectangle cerclé de ma palette des calques. Voilà, et je vois apparaître donc mon ciel sombre dans mon image claire. Alors pour le moment, c'est très moche parce que la différence d'exposition entre les deux est trop importante et que ce n'est pas du tout naturel. Alors, pour résoudre ce problème, pour rendre cette scène, ce montage plus naturel, eh bien je vais simplement travailler sur l'opacité de mon calque avec le ciel. Voilà, si je diminue son exposition, son opacité, j'arrive à récupérer des valeurs qui sont beaucoup plus réalistes, tout en remettant du détail quand même dans mon ciel. Alors voilà, si je veux travailler de manière beaucoup plus précise, hein, donc j'ai dégrossi ici en travaillant juste sur le curseur, je vais cliquer sur la valeur et avec les flèches haut et bas, ici en l'occurrence les flèches vers le bas, je vais diminuer donc l'opacité pourcent par pourcent. Voilà, ici, on arrive à quelque chose qui commence à être réaliste. Ouais, parce que bien sûr, je ne vais pas aller mettre un ciel chargé alors qu'on voit bien que l'ensemble de l'image est plutôt clair.
Voilà, donc maintenant je considère que mon HDR est donc terminé. Étape suivante, c'est donc redresser les perspectives. Alors ici, si je dois redresser les perspectives de cette image, eh bien, je vais utiliser un filtre, hein, c'est le filtre ici, grand angle adaptatif. Voilà, je sélectionne mon objet dynamique et pas mon masque de fusion, parce que vous avez vu que euh, quand le masque de fusion était actif, c'est le cas, et que je vais dans mon filtre, le grand angle adaptatif n'est pas disponible. Il faut donc toujours bien faire attention de bien sélectionner le calque image, image ou objet dynamique pour pouvoir avoir accès au filtre, ce qui est assez logique. Voilà, donc si je mettais maintenant mon filtre grand angle adaptatif sur l'image ici sélectionnée, c'est-à-dire le ciel, je redressais les perspectives des bâtiments qui sont liés à mon ciel et donc pas les bâtiments que je vois. Donc dans ce cas-ci, si je fais ça, je vais avoir donc un décalage entre la partie du ciel et la partie des bâtiments. Donc ça va se voir. Je ne peux pas, si je travaille sur le calque du bas, je vais avoir le même problème, mais à l'envers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une sorte d'ensemble sur lequel je vais appliquer mon réglage. Et cet ensemble, c'est lui aussi un objet dynamique. Alors, donc un objet dynamique peut englober une image RAW comme on vient de le voir, et peut donc englober plusieurs images RAW ou pas RAW, hein. Donc je sélectionne mes deux images dans ma palette des calques. Voilà, je fais un clic droit dessus et je fais convertir en objet dynamique. Voilà, Photoshop calcule un petit peu donc pour incorporer mes deux images dans son objet. Voilà, vous voyez que maintenant il ne me reste plus qu'un seul calque avec l'icône caractéristique de l'objet dynamique. Je vais donc maintenant pouvoir utiliser mon filtre. Voilà, filtre donc grand angle adaptatif. Et je vais donc pouvoir corriger à la fois mes horizontales et mes verticales. Donc je commence par les horizontales. Pour ça, j'utilise le premier outil qui s'appelle donc outil contrainte. Je laisse les réglages ici de correction auto. Ça fonctionne très bien. Alors, pour obtenir des horizontales parfaitement horizontales et des droites parfaitement verticales, je vais à la fois appuyer sur la touche majuscule et cliquer, glisser sur la partie que je veux redresser. Voilà. Hop, vous voyez que Photoshop a directement redressé l'image. Je fais pareil donc avec les murs sur le côté. Voilà, vous voyez que le fait d'avoir travaillé avec majuscule ici en vertical me crée une ligne rouge, jaune en horizontale. Voilà, voilà. Je vais travailler bien entendu, c'est très important bien entendu d'avoir les bords de l'image qui soient bien droits. Ça c'est quelque chose qui se voit très fort. Voilà, ici je vais prendre la fenêtre par exemple. Voilà, comme ça. Alors pour m'assurer que tout soit vraiment nickel, je vais quand même tracer quelques droites sur mon bâtiment. Voilà, vous voyez que malgré tout, ça engendre quand même encore des modifications, hein. Voilà, et le sol ici. Voilà, encore une petite ici. Il ne faut pas être radin avec ce genre de correction. N'hésitez pas à en mettre, moi je dirais, il vaut mieux en mettre trop que trop peu. Voilà, donc ici, vous voyez que, en fait, en quelques clics, on a redressé l'image de manière très esthétique, très réaliste, et en ayant finalement assez peu de pertes, parce qu'on voit ici dans les coins supérieurs gauche et droite, oui, il y a de la perte due à la torsion, du redressement de l'image, mais il n'est pas très important. Ok, alors, si on compare à Lightroom, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, je valide mes réglages, voilà.
Voilà. Alors vous voyez que dans votre palette des calques, vous voyez apparaître ici en dessous du calque d'image, enfin, de l'objet dynamique plutôt, un petit rectangle blanc qui est nommé filtre dynamique et en dessous listé grand angle adaptatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Photoshop n'a pas transformé votre image puisque c'est un objet dynamique, mais il a édité en dessous donc le réglage que vous avez fait dans votre grand angle adaptatif. Donc vous pourrez à tout moment le rééditer. Voilà, il suffit de faire un double clic dessus et vous voyez que vous pouvez encore rajouter des points sans problème. Donc par exemple, ici je me dis ben, finalement je vais quand même rajouter 2-3 points dans la manière pour être bien certain qu'il soit bien à droite. Donc majuscule, cliquer, glisser. Voilà. Et en effet, il y avait quand même encore une petite modification à opérer. Voilà. Allez, encore un dernier ici. Soyons fous. Voilà. Je valide. Et voilà, Photoshop a immédiatement donc apporté les modifications nécessaires. Voilà, je dézoome un petit peu pour reprendre ici mes bords. Hein. Vous voyez bien qu'il manque un petit peu de matière. Je pourrais bien entendu renier mon image ici de manière à ne pas avoir à supprimer ces bords. Mais alors évidemment, mon image va être vachement réduite. Si vous voyez ici les bords qui vont manquer. Hein, donc l'idéal, c'est d'aller pouvoir remettre de la matière. Eh bien, c'est ce que nous allons faire justement et de manière totalement non destructive. Alors pour ce faire, je vais créer un nouveau calque d'image. Voilà. Je vais utiliser l'outil tampon de duplication. Alors ici, il faut faire très attention. Il y a une option qui doit impérativement être cochée, c'est calque actif et inférieur. Parce que Photoshop, par défaut, est réglé sur calque actif. Donc calque actif et inférieur va permettre d'aller chercher la matière du calque du bas et de l'appliquer sur votre nouveau calque qui s'appelle pour le moment calque 1. Donc le calque 1, comme pour la couche tout à l'heure, je vais le renommer et je vais le renommer matière, ajout de matière, voilà. Ok, je zoome dans les parties à retoucher, voilà. Donc, je choisis une taille relativement importante. Alors moi j'aime bien travailler ici avec des outils dont les bords sont un peu flous, voilà, mais pas trop flous non plus, voilà, comme ça par exemple, et je vais enfoncer la touche Alt, vous voyez que le curseur devient une petite cible. Le principe de l'outil tampon de duplication, c'est qu'on va définir une zone de départ, donc ici en l'occurrence, et une zone d'arrivée. Alors quand je dis zone de départ et zone d'arrivée, ça veut dire que Photoshop va prendre la matière qui se trouve ici et va la dupliquer à l'endroit de la zone. Voilà, je tire ici jusque là, et donc il va dupliquer la matière dans cette zone-ci. Voilà, je lâche maintenant. Ok. Vous voyez que Photoshop vous montre comment ça va être si vous cliquez. Voilà, regardez bien, j'aligne bien mon outil, voilà. Et maintenant, si je clique, vous voyez qu'il y a un point qui est donc le point de référence que j'ai défini en appuyant sur Alt, qui me permet de dupliquer de la matière de l'autre côté. Et voilà, je vais pouvoir peindre ici. C'est assez simple parce que la forme le permet. Hein. Voilà, comme ça. Je vais redéfinir mon point de départ et mon point d'arrivée pour la partie à côté. Donc il faut toujours bien rester dans l'axe. Voilà. Je fais bien attention avant de cliquer que ce soit au bon endroit. Voilà. À ce moment-là, je peux peindre franchement. Vous voyez ici que je dois absolument rechanger mon axe. Voilà. Hop. Et ici. Comme ça. Donc, je vais agrandir un peu pour remettre cette droite. Ah, je vois qu'ici, c'est
pas du tout droit, donc je reviens d'une étape en arrière, 2 étapes en arrière, voilà. Je recommence ici. Ok. Je diminue mon pinceau. Voilà. Voilà. Et je récupère celle-ci. Je termine la partie de gauche. Voilà. Je peux y aller vraiment franchement. Et voilà. Nous avons donc en quelques clics récupéré la matière du bord de gauche. Voilà. Ça, c'était encore relativement simple. Maintenant, les briques, ça va être beaucoup plus complexe. Parce que la texture est quand même beaucoup plus fine. Donc, ça pourrait paraître plus difficile à faire. Et pourtant, ça reste relativement simple à partir du moment où on dessine un axe qui est vraiment, qui suit vraiment celui de la texture. Donc, vous voyez, entre mon point de départ et mon point d'arrivée, il doit vraiment suivre l'axe, la ligne des briques. Voilà. Alors, voilà, ici maintenant, si je me mets là, voilà, 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 je redessine donc euh, les briques telles qu'elles sont. En fait, je duplique la texture des briques telle qu'elle est réellement. Donc, je dois ici, à chaque fois, redéfinir le bon axe parce que, évidemment, plus je me rapproche, plus les briques donc s'agrandissent, ce qui est logique. Voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai redessiné complètement mon mur. Et vous voyez que, du coup, si je décoche le calque, donc je désactive le calque ajout de matière, vous voyez que je récupère mon image, donc je n'ai absolument pas touché à mon masque, à mon objet dynamique de départ, ce qui fait que j'ai en réalité ici toujours mes images RAW qui sont disponibles, qui n'ont pas été modifiées. Voilà, donc je travaille de manière totalement non destructive. Une fois que tout ça sera fait, eh bien, vous enregistrez votre image. Je vous suggère, moi, de la faire au format Photoshop de manière à conserver tous les calques, les objets dynamiques, les couches, etc. C'est un excellent format de sauvegarde de travail